Bonjour. Bonjour à tous. Je voudrais inviter ici Mathieu et Souleymane, que je vous invite à applaudir. Pour ce premier tableau qui s'est puissamment ouvert par ce rappel magnifique d'Édouard Glissant, penseur de l'ontologie de la relationnalité. Je suis très heureuse de vous présenter ici, d'ouvrir ce tableau qui va être animé, porté, habillé, sublimé par Souleymane Bachir Diaye, philosophe que l'on ne peut pas présenter, qui est immense et éminent par son travail, sa réflexion, à la fois sur le pluralisme, le pluriel, penser le monde en tant qu'espace pluriel, en tant qu'espace fragmenté, en tant que aussi un espace travaillé par la complexité et la manière dont je pense que c'est aussi un peu comme cela que je suis venue à la pensée de Souleymane Bachir Diaye, par ce rapport au collatéral, à l'universel, qui peut être supplombant, mais qui doit être mis en question, qui doit être construit, déconstruit, reconstruit, retissé. Et précisément, je pense, dans cet exercice qui nous porte à réfléchir à la tension, mais aussi au dialogue, à partir duquel les liens, et au fond, cette ontologie de la relationnalité peut être repensée. Donc Souleymane Bachir Diaye, qui est philosophe à l'Université Columbia de New York, et qui est également le directeur de l'Institute of African Studies dans cette université. J'espère que je suis à jour. Ah, bon, qu'il était. Merci d'être là. Et bien sûr, Mathieu Pot-Bonneville, que j'ai eu grand plaisir à revoir, que j'ai vu il y a maintenant 3 ans, me semble-t-il, aux ateliers de la pensée de Dakar, directeur du département culture et création au centre Pompidou, donc qui a été, je pense, jusqu'à il y a 2 ou 3 ans, maître de conf à l'école normale. Je le suis toujours, mais par d'autres moyens. Très bien, très bien. Donc aussi dans l'espace académique, et qui dans ce lieu éminent de la création, de la culture, de la démocratie, je dirais, au centre Pompidou, s'occupe donc de la programmation, des spectacles vivants, de la performance, du cinéma, de la parole. Et je me réjouissais encore de l'écoute du podcast dans nos nouvelles de demain. Et c'était aussi une belle entrée en matière sur la conversation qui va s'ouvrir ici autour de retisser le lien. Retisser le lien et réinventer la démocratie. Peut-être un mot pour ouvrir, cher Souleymane, à cet échange. Effectivement, la question de la confrontation entre des espaces d'affaissement, d'effondrement démocratique. Peut-être faudrait-il rentrer dans cette conversation par les lieux d'où nous parlons, une espèce d'ontologie de la positionnalité, au fond, qui parle et qu'est-ce que nous apprenons de cet effondrement qui n'est plus situé, au fond, qui parle autant au nord qu'au sud, en divers lieux, peut-être sous des intensités et selon des modalités qui peuvent être différenciées, mais au fond qui peuvent être mises en regard. Je suis très contente que nous puissions vous mettre en regard, en discussion autour des termes, à la fois les termes de cet effondrement et les modalités, les conditions dans lesquelles peut se reconstruire un horizon. Et est-ce que cet horizon est possible? Dans quels termes? Souleymane Bachir Diaye, peut-être. Oui, cet horizon est possible, il est nécessaire d'abord. Et puisqu'il est nécessaire, il faut que nous travaillions à le rendre possible.
Si nous parlons d'un monde fracturé, d'un effondrement, nous pouvons avoir le sentiment que l'unité était première et que cette unité est aujourd'hui mise à mal par la fracture de notre monde. C'est une manière de voir les choses et en effet, si on considère la démocratie par exemple, on se rend compte qu'en effet, après la chute du mur de Berlin, il y avait un vent d'optimisme qui pensait que la démocratisation serait un long fleuve tranquille et que la démocratisation adviendrait un peu partout dans notre monde et serait un facteur d'unification de notre monde et un facteur de paix. Parce qu'on reste convaincu que les démocraties ne se font pas la guerre. Et alors, il serait advenu quelque chose qui ferait que cette unité promise ou cette unité en voie de réalisation se serait effondrée. Ce schéma serait quelque peu simpliste. Essayons de partir différemment de l'idée qu'au fond, ce qui est premier, c'est en effet notre grande diversité, c'est le divers avec des majuscules, pour parler comme Édouard Glissant, dont nous venons d'entendre la voix. Le divers, ça signifie que nous sommes constitués par des cultures multiples, des cultures qui s'expriment en des langues différentes, diverses, et que nous avons toujours la responsabilité, pour revenir au terme que vous avez employé, de nous donner quand même, malgré tout, un horizon. Un horizon de rencontre, un horizon d'universel. J'ai bien entendu la parole d'Édouard Glissant. Je me suis souvenu de la dernière rencontre que j'ai eue avec lui lorsqu'il m'avait invité à l'Institut du Tout-Monde avec François Noudelman à parler d'horizon précisément. Et je me souviens avoir utilisé ce mot qui semblait un gros mot à l'Institut du Tout-Monde, d'universel. Il m'avait dit, mais tu es trop pressé d'aller vers l'universel. Effectivement, comme il l'a redit dans ce film, il préférait la notion de relation à la notion d'universel. C'était un tout petit point de différence que j'avais avec sa pensée considérable et qui a une influence très grande sur le travail que j'essaye de faire. Je tiens quand même à l'universel et je crois qu'il faut tenir à l'universel. Il faut tenir à la notion d'universel, la compliquer, comprendre sa complexité, comprendre sa difficulté, comprendre qu'il faut, comme la démocratie dont nous parlons ici, toujours renouveler l'universel. Et surtout, il faut peut-être préférer d'ailleurs le verbe universaliser à l'adjectif devenu nom d'universel. Parce que l'universaliser, cela montre que nous sommes invités depuis le divers, encore une fois, à nous projeter vers un même horizon ensemble. Et cet horizon, nous l'inventons ensemble. Ce n'est plus un universel de surplomb, pour revenir au terme que vous avez cité de Merleau-Ponty d'abord, de mon travail ensuite. Ce n'est plus un universel de surplomb qui serait dicté par une certaine province du monde. C'est un universel à inventer ensemble dans le latéralisme ou le multilatéralisme, pour parler le langage de la diplomatie. Oui, partir du divers que nous sommes pour nous projeter vers un horizon d'universalité, cela est notre responsabilité. À quoi va ressembler cet horizon d'universalité ? Je l'appellerai une création continue d'une société humaine ouverte. La création continue d'une société humaine ouverte, c'est justement considérer que le divers est irréductible et en même temps que le divers doit être orienté vers cette société humaine ouverte et plurielle que l'on peut identifier à la démocratisation, à ce mouvement de démocratisation dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors j'ai noté ici une citation d'Édouard Glissant, qui me semble importante pour donner tout son poids aux propos que j'essaie de tenir. La citation est la suivante. Voici ce qu'écrit Édouard Glissant. Traduire. Traduire ne revient pas à réduire à une transparence, ni bien entendu à conjoindre deux systèmes de transparence.
Dès lors, cette autre proposition que l'usage de la traduction nous suggère d'opposer à la transparence des modèles l'opacité ouverte des existences non réductibles. Voilà ce que, me semble-t-il, nous pouvons donner comme contenu à cette notion d'horizon que vous avez évoquée. Je voudrais que nous pensions l'universel, la réinvention du lien, le tissage nécessaire du lien sur ce modèle de la traduction. Pourquoi est-ce que le modèle de la traduction est important ici et devrait nous parler? Parce que la traduction, c'est ce qui tient compte du fait que nous parlons des langues différentes, que ces langues sont elles-mêmes porteuses de visions du monde différentes, portent des épistémées différentes. Une langue, ce n'est pas simplement un ensemble de mots pour lesquels on pourrait trouver des équivalents dans d'autres langues. Une langue, c'est la relation que nous entretenons au monde. C'est un lien que nous avons avec le monde, c'est même une posture de notre corps vis-à-vis de ce monde. Dès lors, normalement, une langue est intraduisible, si on y réfléchit, parce que traduire une langue, ce serait essayer de dire un monde dans ce qui a été fait pour un autre monde. Et pourtant, cette tâche impossible, nous y arrivons. Et c'est ça, ce qui fait le caractère impossible et sublime à la fois de la traduction. Sublime et impossible, c'est la manière dont le philosophe Paul Ricoeur parle de la traduction. Ce qui devrait être impossible, mais qui arrive toujours à se réaliser. Pourquoi est-ce que ça devrait être impossible? Parce que nous sommes, comme dit Édouard Glissant, des existences irréductibles. Mais en même temps, pourquoi est-ce que c'est quand même possible? Parce que si opacité il y a, cette opacité est toujours, dit-il, ouverte à la relation. Voilà comment il faut tenir les choses. Comprendre que le divers est nécessaire. Ce monde est tissé de divers, quantité de différences dont aucune ne doit manquer, a-t-il dit dans le film que nous venons de voir. Mais en même temps, dit-il, la relation est importante. Alors qu'on l'appelle relation ou qu'on l'appelle horizon d'universalité, dans le cas précis, importe peu. Ça, c'est pour la nature du lien. Le lien comme traduction, comme construction de ponts entre des cultures. Maintenant, la démocratie. La démocratie qu'il s'agit de réinventer. On peut dire beaucoup de choses de la démocratie, on peut donner multiples définitions. Je voudrais simplement ici identifier démocratie et société ouverte. Société ouverte, mais une société qui soit la société humaine dans sa totalité. Parfois, on oublie que le philosophe de la société ouverte, c'est Henri Bergson, parce que l'expression a été tellement identifiée au philosophe autrichien, britannique Karl Popper qu'on oublie que celui qui a créé le concept, qui l'a construit, c'est Bergson. Mais qu'est-ce que Bergson, par exemple, entend par société ouverte? C'est une société qui est toujours dans le mouvement de s'ouvrir, et toujours dans le mouvement continu de s'ouvrir à la diversité, précisément au divers, pour parler comme Glissant, et à la différence. C'est-à-dire que la société ouverte mesurera sa propre ouverture à sa capacité d'accueillir du divers et à sa capacité d'accueillir de la différence. Une question qui est très mal posée, par exemple, de notre temps, c'est de dire « Ah, est-ce que tel ou tel groupe est vraiment compatible avec la société ouverte? Est-ce que ce groupe peut entrer dans la société ouverte ?» On vous demandera, par exemple, est-ce que les musulmans vraiment peuvent vivre en démocratie ou en modernité, etc. C'est insensé, c'est absurde. C'est au contraire, dans l'autre sens qu'il faut poser la question, est-ce que la société est véritablement ouverte, suffisamment ouverte pour accueillir du différent? Voilà comment nous allons tisser du lien. Voilà comment nous allons enfler nos États-nations, nos ethno-nationalismes et les ouvrir toutes nos opacités à la relation en nous montrant capables d'accueillir toute la diversité humaine, d'accueillir le divers humain. Être toujours dans son lieu, pour parler de positionnalité, comme vous avez dit, un terme qu'il faut que je m'habitue à employer parce qu'il est tellement moderne que pour faire moderne, maintenant, il faut dire positionnalité. Je n'arrive pas. Je suis de notre temps. Mais effectivement, être
pleinement ancré dans sa positionnalité, mais en même temps être ouvert à la relation. Voilà comment il nous faut pouvoir inventer la société humaine, viser la société humaine dans sa totalité, une société qui soit, encore une fois, visée de la totalité et visée de l'universalité. Parce que nous n'avons jamais eu autant besoin qu'aujourd'hui. Nous devons nous comporter comme une seule et même espèce. La pandémie nous l'a appris. La pandémie qui nous a attaqués en tant qu'humanité. Elle ne nous a pas attaqués en tant qu'Indiens, Marocains, Bechuanalandais. Elle nous a attaqués en tant qu'humanité et nous avions l'obligation d'y répondre en tant qu'humanité, y compris à cause de nos égoïsmes. Nos égoïsmes eux-mêmes nous disaient que pour être sauf devant une pandémie comme celle-là, il faut que mon voisin le soit aussi. Cela donnait une sorte de consistance à la parole biblique selon laquelle mon prochain, ce n'est pas forcément celui qui est immédiatement à côté de moi, celui qui me ressemble, ça peut être aussi bien celui qui est le plus éloigné vis-à-vis de ma positionnalité. Même chose pour l'environnement qui s'attaque à nous comme une seule et même espèce. Voilà pourquoi il me semble que la visée de la société humaine comme société, comme ouverture continue, doit être la signification que nous allons donner à cette réinvention de la démocratie. Je note, cher Souleymane, que à la fois toute la difficulté de traduire sans trahir comme modalité pour tisser le lien et le point par lequel vous construisez en fait ce mécanisme de reconstitution du pluriel. Je note également, en faisant la référence à la formule de Glissant, au fond, si nous partons d'une racine et au fond d'une référence qui est unique, elle est mortifère et par définition, elle ne peut se concevoir que dans la possibilité que les modalités en soient plurielles, ce qui pose bien sûr un certain nombre de difficultés. Je me tourne en le disant vers Mathieu, et en particulier autour des, disons, les conditions d'une montée en généralité. Je pense qu'il y a là un enjeu qui n'est pas simple. Aujourd'hui, parler de la crise des démocraties, enfin la crise d'un monde qui, ici et là, au fond, a mal avec le principe de l'ouverture, la possibilité de la différence, quelle qu'en soit l'intensité, quelle qu'en soit la forme, au fond, porte à vous mettre d'une certaine manière en regard. Comment est-ce que vous appréhendez cette complexité et qu'est-ce que dans quels termes pouvons-nous discuter ensemble? Je veux dire, quand je dis nous, je veux dire nous, moi, africaine, vivant à Yaoundé, et vous, parisiens. Comment pouvons-nous envisager, en fait, la possibilité de cette traduction, de cette conversation en général? C'est toute la question, en effet. Merci beaucoup, chère Nadine. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais commencer par dire mon bonheur intimidé de me retrouver ici, ma gratitude envers l'ensemble des organisatrices et organisateurs de ces journées que je vais saluer avec chaleur et approximation, car je n'en ai pas la liste exhaustive. Et puis remercier le professeur Mbembe aussi de me permettre de poursuivre une conversation poursuivi par petites touches au fil des années. La dernière fois, c'était à Dakar, et invité à réfléchir à la question de la réparation. J'avais proposé d'introduire le motif un peu tragique de l'irréparable et d'indiquer que, au fond, cette question de la réparation aujourd'hui ne pouvait se formuler, se poser que sur fond d'une forme de conscience de l'irréparable. On ne peut pas dire que 2 ans plus tard, les choses se soient beaucoup arrangées et que la contradiction s'est en quelque sorte quelque peu approfondie. Souleymane disait à l'instant, et j'entends absolument d'accord avec lui, que la relation n'est pas une origine perdue ou oubliée, qu'elle est à faire, qu'elle est à construire, qu'elle est à inventer. Et la question, en effet, c'est à savoir à quelles conditions. Et peut-être, puisque nous ouvrons cette
cette journée, puisqu'on a la tâche redoutable d'ouvrir ces échanges, peut-être qu'on peut juste poser cette question-là, c'est-à-dire, au fond, quels sont les termes, quelles sont les conditions, quels sont les obstacles d'une parole commune à propos de la démocratie, quel est le sens même d'appliquer ensemble une forme de savoir, de compétence ou d'expertise à cette question-là, à cette question démocratique. L'autre jour, c'était avant-hier, je lisais sous un post que Achille Mbembe avait placé sur je ne sais plus quel réseau social, à propos de la démocratie substantive, un premier commentaire qui disait une chose qui revient de manière assez ressassante et assez systématique, que l'Afrique n'a pas de leçons à recevoir. Et je me suis dit d'abord que c'était une évidence, ensuite que cette remarque méritait d'être prise au sérieux, non seulement parce qu'elle faisait écho évidemment à la relation entre le continent et l'ancienne puissance coloniale, mais parce qu'elle posait peut-être une question de fond, qui est de savoir si, comment, jusqu'où il est possible de donner des leçons de démocratie à qui que ce soit. Si qui que ce soit peut donner des leçons à qui que ce soit, que faire de ce paradoxe qu'au fond, la revendication démocratique commence par la récusation d'avoir à apprendre cela de quelqu'un, récusation d'être considéré comme mineur, comme dirait Kant, dans la conscience dans le même temps que la démocratie est quelque chose qui peut-être s'apprend, qui est à apprendre. Donc comment fait-on ? Comment se débrouille-t-on pour cette relation qui est d'emblée placée sous la double contrainte paradoxale de refuser tout magistère et d'avoir pour autant à cultiver quelque chose comme une éducation de soi-même. Ça m'a fait penser, à vrai dire, à un très vieux texte. Chacun travaille depuis sa positionnalité. On le trouve chez Platon, mais c'est probablement pas un texte de Platon, puisque c'est dans le dialogue qui s'appelle le Protagoras. Les spécialistes s'accordent à dire qu'un certain nombre de particularités de vocabulaire dans ce texte-là montrent que c'est peut-être un texte de Protagoras lui-même qui a été encapsulé ou approprié par Platon, qui s'est retrouvé dans ce texte. Permettez-moi de m'y arrêter 2 minutes parce que je le trouve intéressant pour notre affaire. Socrate demande à Protagoras, dis-moi, d'où penses-tu que la compétence politique, l'art politique, la techné politicae, la capacité politique, si vous voulez, d'où penses-tu que ça vienne ? Est-ce que tu penses, demande Socrate, est-ce que tu penses que c'est quelque chose que tout le monde a naturellement, ou que certains seulement ont parce qu'ils sont savants, parce qu'ils l'ont appris, parce qu'ils en ont été inculqués. Protagoras le regarde et lui dit, en fait, c'est ni l'un ni l'autre. Dans cette affaire, tout le monde est savant. Tout le monde est expert. Tout le monde est sachant. Et il ajoute, est-ce que tu veux que je te le démontre ? Comment veux-tu que je te le démontre ? Protagoras est démocrate, il laisse même à ses interlocuteurs le choix du type d'argumentation qu'il va déployer. Écoute, voilà, je vais commencer par te raconter un mythe, et puis ensuite je te ferai un discours argumenté. Le mythe est très connu, ce qu'on appelle le mythe de Protagoras, et ce mythe raconte une histoire, il porte une leçon. L'homme est le mal-aimé des dieux, l'homme est le mal-aimé de la nature, l'homme n'a rien reçu à sa disposition qui lui permette de vivre en commun. Le mythe de Protagoras, c'est ce mythe de Épiméthée qui vient sur Terre, qui distribue à profusion à tous les animaux des crocs, des griffes, de la fourrure, et qui, arrivé à l'homme, le laisse tout nu. Bon. Son frère Prométhée s'en inquiète, va voler, va chipper le feu aux dieux, l'offre aux hommes, mais ça ne suffit pas, parce que le feu n'aide pas à vivre ensemble, de sorte qu'à la fin, de guerre lasse, Zeus finit par dire, donnez-leur la compétence politique et qu'on en finisse. Il faudrait 7 ou 8 heures qu'on n'a pas pour discuter ce mythe. Ce mythe est fascinant parce que ce qu'il montre, c'est que la démocratie, Protagoras est le défenseur de la démocratie dans l'horizon grec, la démocratie n'est redevable d'aucun modèle. Ni modèle divin, ni modèle naturel, ni même modèle technique. Car la technocratie, la techné au sens artificieux du terme, ne suffit pas à faire de la politique.
Et puis à partir de là, Protagoras enchaîne et dit maintenant je vais te faire un discours. Et le discours est un éloge de l'éducation. Il dit la cité ne cesse d'apprendre, ne cesse de s'apprendre à elle-même comment vivre ensemble. La démocratie, cela s'apprend, mais au sens le plus réfléchi du pronom. C'est-à-dire que cela s'apprend de soi. La cité, tout au long de la vie, les citoyens apprennent de la cité, ça commence à l'école, mais ça continue dans l'observance des lois, etc., à être des citoyens. Et Protagoras de prendre un modèle qui, je pense, touchera Suleiman, qui est celui de la langue. Il dit au fond, la politique, c'est comme la langue. Personne ne l'a jamais apprise dans les livres de grammaire, il n'y a que les académiciens pour le croire. La langue, cela s'apprend par imprégnation, par pratique, par usage. Et voilà un texte qui est vraiment un texte matriciel pour notre pensée de la démocratie, qui dit deux choses. Un, il n'y a pas de leçon à recevoir. Nul ne peut donner à quiconque de leçons de démocratie si par là on entend transmettre un modèle, inculquer une forme, et qu'il suffirait ensuite d'appliquer. Et dans le même temps, Protagoras dit, pour la même raison, la démocratie est justiciable d'un apprentissage de soi, au fond d'un travail de soi sur soi des sociétés, dont la continuité seule, et c'est bien le problème, dont la continuité seule assure la civilité de chacun. Autrement dit, il n'y a pas de leçons à recevoir, c'est ce qu'on se disait hier soir, mais il y a des leçons à tirer. Et je crois qu'il faut absolument tenir à cette distinction-là, l'installer. Il n'y a pas de leçon à recevoir parce qu'il faut l'entendre de la manière... C'est difficile à entendre parce qu'on se dit « oui, mais quand même ». Non. Si la démocratie est le régime où le peuple se gouverne lui-même, alors il n'y a pas de modèle. Mais il y a des usages et des apprentissages à partir de ces usages. Alors, quelles leçons à tirer? Quelles sont les leçons d'une démocratie substantive, comme dit Achille? Ça, on peut en discuter, bien sûr. Voilà, je suis très heureuse que nous remettions effectivement la question des leçons non à donner, ce qui est un peu dans l'ordre de l'interaction, je dirais, de l'interaction dans la dynamique historique de la démocratie. Et au fond, pour beaucoup de sociétés, l'idée qu'on a affaire à des modalités qui sont fondées par l'extranéité et qui doivent être, au fond, apprises ou pas, d'ailleurs. La crise... le voit aujourd'hui, pas simplement dans le Sahel, mais donc cette idée que, au fond, cette démocratie est quelque chose qui est venu d'ailleurs, et je pense que cette proposition tout à fait radicale et à mettre sur la table, en tout cas une leçon à tirer, c'est à la fois l'idée que c'est dans la pratique quotidienne, c'est aussi dans cette quotidienneté de la cité qui se protège, qui doit se protéger, se renouveler, au fond, par des modalités qui sont des modalités propres. Et je pense qu'au cœur du projet de la démocratie substantive, il y a effectivement cette endogénéité de tous ces processus qui se conservent non pas par eux-mêmes, mais qui sont le fait de femmes et d'hommes qui se lèvent pour défendre et protéger la démocratie. Et je me demandais, du coup, cher Suleiman, à ce jour, et quand je dis à ce jour, c'est vraiment en regardant aussi ce mouvement qui, depuis quelques années, disons, soutient l'idée de cet effondrement. Je pense à des auteurs qui ont même parlé de la mort des démocraties, sans penser en fait en particulier aux sociétés africaines. Effectivement, dans la même perspective, comment aujourd'hui sortir d'un discours qui n'est pas simplement un discours institutionnel, puisque c'est au fond cela, et l'épreuve que c'est pour nos sociétés, comment sortir de ce discours institutionnel pour refonder autour d'une pratique de soi.
comment refonder à partir d'une pratique de soi, des sociétés, ce rapport à l'autre, à l'altérité, à l'ouverture et à voilà. Comment concrètement le faire. Je sais que je m'adresse à un philosophe des sciences et que bon. Quelque part, nous devons partir d'ici avec des, je dirais pas des recettes, mais... Vous avez raison de dire qu'au-delà des institutions, et c'est également le propos lumineux que Mathieu auquel Mathieu nous a invités à réfléchir avec Protagoras, il y a au-delà des institutions, du fonctionnement des institutions, évidemment, des pratiques. Simplement, parler la langue de la démocratie, d'une certaine manière, pour reprendre la métaphore proposée par Protagoras dans ce dialogue. Un exemple concret, précis. Nous nous sommes rendus compte, il y a maintenant bientôt 4 ans, qu'une chose qui semblait banale, quelqu'un qui perd les élections, qui téléphone pour dire « tu as gagné », travaillons à la transition, si c'est la personne qui a perdu les élections était déjà en poste, etc. Rien que cela, c'était la pierre angulaire de la démocratie. On s'en est rendu compte quand quelqu'un, suivez mon regard, a refusé le geste difficile, évidemment. On peut parfaitement imaginer que quelqu'un qui a mené campagne pendant des mois et des mois avec son appareil, etc., il lui soit particulièrement douloureux le soir même où il ou elle apprend qu'il ou elle a perdu, de venir devant au micro, devant les télévisions du monde entier pour dire « j'ai perdu ». Mais la démocratie a besoin de cela. Et ça n'a l'air de rien. Mais il suffit que quelqu'un refuse ce geste-là pour créer une crise constitutionnelle. Alors qu'il n'est prévu nulle part, il n'est écrit nulle part que quelqu'un doit en effet faire un discours de concession et de félicitations de l'autre. Donc, au-delà des institutions, il y a cette pratique naturelle simplement et l'idée que quelque chose de plus important que moi se joue et que mes frustrations personnelles, etc., ne sont rien, ne doivent être rien par rapport à la majesté du suffrage universel. C'est cela qui est important. En effet, il n'y a aucune transcendance en matière de démocratie. La démocratie, ce n'est pas quelque chose qui serait inscrit dans quelque texte, dans quelque écriture avec E majuscule qui soit. Simplement un parchemin qui s'appelle une constitution. Et pourtant, il y a quelque chose de majestueux, de presque divin, dans le fait de reconnaître la majesté d'un suffrage universel et la décision qui sort des urnes, alors même que quand on fait la queue pour aller voter, chacun de nous a fait cette expérience, et qu'on entend les gens qui sont dans la queue et qui vont voter comme vous, on se dit, mais enfin, ce système quand même est absolument dément. Je me suis trouvé dans des queues où j'entendais des gens dire « je vais voter pour un tel parce que c'est un vrai guerrier ». Je me disais « qu'est-ce que c'est qu'un guerrier ?» On va voter pour un guerrier parce qu'il parle un langage dru qui semble être le langage d'un guerrier, etc. Ou bien je vais voter pour un tel pour des raisons totalement farfelues. Et donc, quand on est dans une queue avec des gens comme ça, qui ont ce raisonnement, vous qui avez essayé de faire l'effort pour vous dire « oui, c'est celui-là ou celle-là qui ira le mieux pour mon pays », vous vous dites « ça y est, il vient d'annuler mon vote ». Et il vient de dire que mon vote n'est absolument rien du tout. Alors même que probablement le guerrier dont il parle, c'est celui pour qui vous-même vous alliez voter. Mais vous avez presque envie qu'il ne vote pas comme vous, parce que, pour les mêmes raisons. Et pourtant, au terme de ce processus totalement chaotique, absolument incompréhensible et irrationnel, sort quelque chose qui s'appelle le choix par le suffrage universel de quelqu'un, qui est investi à ce moment-là d'un pouvoir qui a quelque chose de sublime, malgré tout. Et on se rend compte que derrière ce processus irrationnel, il y a une sorte de sagesse démocratique qui s'est exprimée. Et c'est toujours un mystère pour moi. J'ai la chance d'avoir, jusqu'à une date très récente,
superviser les élections de mon pays pour les États-Unis. J'étais représentant de la DCNA, donc l'organisme qui supervise les élections, qui s'assure que tout marche dans le processus, etc. Et j'ai donc fait l'expérience de cela. Et j'ai fait l'expérience de la sagesse démocratique qui sort d'un processus qui lui-même est complètement irrationnel. C'est cela, concrètement, ce que le mythe rappelé par Mathieu nous indique. Rien de transcendant, aucun pouvoir divin président au processus, et pourtant une sorte d'émanation de quelque chose de transcendant et de sublime au terme de ce processus. Voilà pourquoi nous devons tenir à la démocratie. Voilà comment nous devons comprendre que c'est le pire des régimes à l'exclusion de tous les autres, comme selon la parole fameuse, mais c'est celle également qui est porteuse des valeurs humaines les plus élevées. C'est-à-dire que l'exigence qui est la mienne d'avoir ma volonté reconnue dans une volonté générale, y compris lorsque cette volonté générale, lorsque je fais la queue pour aller voter, me semble vraiment opaque et incompréhensible, eh bien, cela est porteur de valeurs humaines et de promesses de cette société ouverte qui serait la société humaine dans son ensemble. Alors, moi du coup, je voyais d'ici à la fois la question de la place des règles, parce que ce dispositif tient parce que nous croyons aux règles, d'une certaine manière. Et il y a toujours cette question, par exemple, à laquelle beaucoup de nos États aujourd'hui ont à répondre. Qu'est-ce que c'est que la Constitution ? À quoi quelle est la place de la Constitution, d'une loi fondamentale, à laquelle j'ai envie d'opposer une autre. Qu'est-ce que c'est que la parole donnée dans nos sociétés ? Par exemple, qu'est-ce que ça veut dire l'honneur d'un homme dans une société sahélienne? Lorsqu'on a dit qu'on allait faire quelque chose, que vaut la parole par rapport en l'occurrence aux normes et au fond, réendogénéiser ces pratiques, cette quotidienneté, c'est aussi réinvestir d'une certaine manière ces modalités par lesquelles le lien tient. Et je pense que l'invention ou la réinvention, retisser le lien, c'est aussi d'une certaine façon repenser ces termes à partir desquels nos sociétés ont tenu. Et en l'occurrence, je dirais d'une certaine façon la question de l'honneur. Et je pense, voilà, la question de la défiance dans les sociétés aujourd'hui et cette difficulté, moi je voyais bien dans la description qui est faite de la mort des démocraties, en particulier dans les sociétés occidentales, il y a ce péril populiste, le péril qui consiste d'une certaine manière à sortir de ce qui est délibération, de ce qui est compromis, pour demander et obtenir ici et maintenant des réponses, ce à quoi les gouvernants ne peuvent rien. Et qu'il y a au fond une vraie question. Je sais qu'en France, ça peut se poser dans les termes d'une nouvelle république, d'institutions nouvelles, d'une reparlementarisation. Enfin, je veux dire, comment envisagerait-on, par exemple, d'ici, le réenchantement de ce lien démocratique? Il faut commencer par poser quelque chose comme un diagnostic. Se demander comment la défiance est politiquement constituée, comment elle se répand, comment elle se propage, comment elle devient dominante finalement, comment l'écart entre les procédures démocratiques et l'effectivité du rapport qu'on peut entretenir à l'idée qu'on se fait du peuple, etc. Comment cet écart en vient à se creuser. Moi, j'étais très intéressé par l'exemple du coup de téléphone que prenait Soleiman, parce que c'est un exemple très intéressant, parce que on a l'habitude en philosophie de distinguer entre démocratie procédurale, les règles du jeu, et démocratie substantive, c'est-à-dire l'effectivité des pratiques, la manière dont les usages entretiennent, cultivent une relation démocratique. Ce qui est intéressant dans cet exemple du coup de téléphone, c'est qu'évidemment, c'est un usage étroitement corrélé aux institutions, aux procédures. C'est un usage des procédures. Donc je pense que cette question de la démocratie substantive, il ne faut pas l'aborder comme une sorte d'ailleurs,
vis-à-vis de la question du jeu institutionnel, etc., il faut vraiment l'aborder. Ce sont deux faces d'une même question. Il y a un mésusage des institutions qui produit, fabrique, suscite, renforce la défiance. Pour prendre des exemples, et au fond, puisqu'il ne s'agit pas de donner de leçons, mais d'en tirer, on peut les tirer dans son expérience propre, il n'est pas raisonnable d'étendre la palette des procédures démocratiques, d'inventer par exemple des conventions citoyennes, puis d'en restreindre délibérément l'application. Il est téméraire de compter sur le juge constitutionnel pour défaire les mesures les plus scandaleuses de la loi qu'on a politiquement soi-même portée. Il est dangereux d'entretenir, comme certains discours le font aujourd'hui, l'idée que le principal obstacle à l'exercice de la volonté politique sur certains domaines, je pense singulièrement à la question d'immigration, ce serait le droit. Et l'ordre du droit, ce serait l'état de droit d'une certaine façon. Ces usages-là des institutions me paraissent problématiques parce qu'ils en viennent à creuser la distance entre les institutions et la manière dont celles-ci sont opérées, comme si finalement il fallait choisir entre les règles du jeu et le jeu que l'on joue. Il me semble que c'est l'inverse qu'il faut faire, c'est-à-dire revenir à un certain nombre d'exigences démocratiques fondamentales. Puisqu'on parlait grec tout à l'heure, on peut les citer. Les Grecs, ils les nommaient, il y en a 3. Il y a l'isagoria, l'égalité à prendre part à l'Assemblée. Il y a l'isonomia, l'égalité devant la loi. Il y a la parésia, le franc-parler, le fait de ne pas hésiter à se risquer à l'arène démocratique. Ce sont des exigences vivantes. Je veux dire que l'égalité de parole à l'Assemblée, ça veut dire lutter contre les formes de silenciation sociale. L'égalité devant la loi, cela veut dire lutter contre le séparatisme, contre toutes les formes de séparatisme. Lisez Bruno Latour pour voir le diagnostic qu'il fait de la manière dont les puissants de ce monde s'exceptent du désastre écologique en se ménageant d'ores et déjà des îlots, des îles d'ailleurs, où ils se trouveront préservés. Bon. La parésia, eh bien, cela ne s'use que quand on ne s'en sert pas. La parole politique, la parole qui se risque dans l'espace de l'Assemblée, qui se risque à dire la vérité, c'est une exigence qui n'a de sens que effective et vécue. Donc, ne pas jouer les institutions contre les pratiques, mais trouver les pratiques qui permettent d'activer, de donner vitalité aux institutions. Par exemple, respecter le temps de parole. Ah oui, merci, cher Mathieu. Je ne sais pas si j'ai le droit d'ouvrir, Sarah. Non, je vais... Pardon ? D'accord, très bien. Conclure. Comment conclure ou comment ne pas précisément conclure dans cette conversation essentielle. Retisser le lien, c'est aussi d'une certaine façon repenser les modalités à partir desquelles, d'ici et de là, nous pouvons nous parler. Et je pense que la Fondation est un lieu privilégié et tout cet esprit de la fresque dont nous parlons et qui parle profondément à la façon dont cette ontologie de la relationnalité peut se repenser, cher Souleymane. Quelle piste, quel horizon, quelle possibilité? Juste reprendre ce que vous venez de dire, le fait qu'il y a des espaces précisément où les imaginaires se parlent, se nouent, et où s'exprime par-dessus tout la volonté de faire un monde. Et c'est le mot sur lequel je conclurai, qui est encore une référence à ce que Édouard Glissant vient de nous dire dans le film que magnifique que Sarah a tissé ensemble, parce que tisser ensemble un certain nombre de conversations, comme cela pour nous donner le trait de la pensée de Glissant, c'était important. Quand il fait la distinction dans le film entre mondialisation et mondialité. La mondialisation, ce rouleau compresseur d'une uniformisation qui va faire qu'on va parler une langue qui n'est même pas l'anglais, mais qui est le globish, que les Anglais ne parlent pas non plus, ce n'est pas la langue de Shakespeare ni celle de Philip Roth. Et puis ensuite un capitalisme brutal
et qui crée des inégalités partout. Parce que la fracture, c'est aussi la fracture des inégalités d'abord et avant tout. Les inégalités au sein des nations et les inégalités entre les nations du Nord et du Sud. Voilà des fractures dont il faut que l'on s'occupe, des fractures qui sont destructrices pour notre monde, et donc contre cela jouer la mondialité, comme l'a défini Édouard. Merci Souleymane. Mathieu, dernier mot. En 1 minute 30, je songeais au mot d'entretien. Je me disais qu'une des beautés intraduisibles du français, c'est que le mot d'entretien désigne à la fois la conversation et la maintenance. Le fait de s'occuper, de prendre soin de quelque chose et le fait de s'entretenir ensemble. Et je me disais qu'au fond, cette question des pratiques d'une démocratie substantive, c'est sans doute la question de l'entretien de la démocratie. C'est-à-dire, la démocratie ne vit que des paroles partagées. Périclès disait... ami de Protagoras, à Athènes, nous ne considérons pas les bavards comme des inutiles. C'est pas mal, surtout quand on est un peu bavard. Donc et en même temps, cet entretien veut dire qu'au fond, si la démocratie est de l'ordre du végétal, on a beaucoup fait l'analogie du vivant, il faut arroser les plantes, il faut les entretenir, il faut faire en sorte qu'elles aient l'espace pour respirer, pour croître, pour grandir, pour attraper la lumière. Et je crois que ce que nous avons à inventer aujourd'hui, de manière rhizomatique, comme le disait Édouard Glissant, c'est une forme d'entretien de la démocratie. Merci à vous deux. Je pense qu'on peut applaudir le soin. Merci, magnifique. Le soin porté à la démocratie aussi collectivement par notre présence ici me porte à vous remercier. Nous sommes en démocratie, nous respectons le temps, nous sommes tous égaux, nous sommes tous des rois. Merci.